Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir l'autobiographie incroyable de Phil Knight, fondateur de Nike, L'Art de la Victoire. À peine sorti de sa business school, le jeune Phil a une vision. Il lancera son entreprise et importera aux États-Unis des chaussures de sport japonaises haut de gamme, mais à bas prix. Il emprunte pour cela $50 à son père. Cette première année, 1963, il vend pour $800 de chaussures qu'il stocke dans le coffre de sa Plymouth Valiant. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel de Nike dépasse les 30 milliards de dollars. Nike est la référence ultime, la success story qui inspire tous les start-upers. Une marque mondiale dont le logo, le fameux swoosh, symbole de grâce et de grandeur, est l'une des rares icônes que l'on reconnaît aux quatre coins de la planète. Découvrez tous les secrets de Nike à l'aide du livre audio L'Art de la Victoire. L'aube. Je m'étais levé avant tout le monde à la maison, avant les oiseaux, avant le soleil. J'ai pris une tasse de café, avalé une tartine, mis un short et un sweat avant de lasser mes chaussures de running vertes. Je suis sorti sans faire un bruit, par la porte de derrière. Je me suis étiré les mollets, les ischios, le bas du dos, et je me souviens d'avoir grogné lors des toutes premières foulées dans le brouillard. Pourquoi est-il toujours aussi difficile de se lancer? Il n'y avait aucun signe de vie, ni voiture, ni âme qui vive. J'étais tout seul, au milieu des arbres, qui semblaient savoir que j'étais là. Le monde m'appartenait. J'étais de retour dans mon Oregon natal. Les arbres semblaient avoir toujours su. Les arbres ont toujours été protecteurs. En courant, je me suis dit que j'avais de la chance d'être originaire d'un si bel endroit. Un endroit calme, vert, tranquille. J'étais fier d'être de l'Oregon, fier de pouvoir dire que j'étais né à Portland. Mais il me restait un regret. L'Oregon avait beau être magnifique, pour beaucoup, c'était le genre d'endroit où jamais rien d'important ne se passait, et il n'y avait pas de raison que ça change. Si les habitants de l'Oregon étaient célèbres pour quelque chose, c'était surtout pour avoir réussi à se frayer une voie terrestre franchissant les Rocheuses, la piste de l'Oregon. Les choses avaient été plutôt fades depuis. Le meilleur enseignant que j'ai eu, l'un des hommes les plus brillants que j'ai eu la chance de rencontrer, parlait souvent de cette piste. Il grommelait que c'était notre acte fondateur, que cela avait contribué à façonner notre personnalité et notre destin, et que cela faisait partie de notre ADN. Il disait « Les lâches n'ont jamais essayé, et les faibles sont morts en chemin. Il ne reste que nous. » Ce professeur croyait qu'un esprit pionnier particulièrement fort s'était développé lors des premiers franchissements de cette piste, et que cela avait à la fois décuplé notre sentiment que tout était possible et nous avait rendus moins sujets au pessimisme. Pour lui, il relevait de notre devoir de résident de l'Oregon de perpétuer cet esprit. Je hochais la tête lors de ses discours, lui témoignant tout le respect que je lui devais. J'adorais ce type, mais je me disais parfois « Bon Dieu, c'est juste un chemin de terre ». Lors de ce mémorable matin brumeux de 1962, mon esprit s'est attardé sur le fait que j'étais de retour à la maison, après un exil de 7 longues années. C'était étrange d'être revenu, étrange d'être à nouveau quotidiennement fouetté par la pluie. Il était encore plus étrange de vivre à nouveau avec mes parents et mes sœurs jumelles, et de dormir dans le lit de mon enfance. La veille au soir, j'avais regardé mes livres de cours et mes trophées du lycée, en me demandant « Suis-je toujours la même personne ?» J'ai accéléré la foulée. Ma respiration formait des bouffées rondes dans le brouillard. J'ai savouré ce premier réveil physique, ce moment lumineux avant que l'esprit ne soit parfaitement clair, quand les membres et les articulations commencent à s'assouplir et que le corps commence à fondre, de l'état solide à l'état liquide. Je me suis dit qu'il fallait que j'accélère encore. J'ai pensé, sur le papier, je suis un adulte. J'étais diplômé d'une bonne université, l'Université de l'Oregon. J'avais décroché le master dans une excellente business school, Stanford. J'avais survécu à un contretemps d'un an dans l'armée à Fort Lewis puis Fort Eustis. Mon CV disait que j'étais un jeune homme bien éduqué de 24 ans et un soldat accompli. Pourquoi avais-je encore le sentiment d'être un gamin? Pire, d'être le même gamin timide, pâle et tout maigre que j'avais toujours été. Peut-être était-ce parce que je n'avais encore rien expérimenté de fort dans la vie.
Je n'avais jamais cédé à aucune tentation. Je n'avais jamais fumé de cigarette, ni essayé de drogue. Je n'avais enfreint aucune règle, et encore moins de loi. Les années 1960, l'âge d'or de la contestation, battaient son plein, et j'étais la seule personne en Amérique qui ne s'était jamais rebellée. Je ne pouvais pas me rappeler une seule fois où je m'étais brouillé avec quelqu'un, ou avais fait quelque chose d'inattendu. Je n'avais jamais eu de petit ami. Si j'avais tendance à m'éterniser sur tout ce que je n'étais pas, la raison en était simple. J'avais du mal à définir qui j'étais, ou qui je pourrais devenir. Comme tous mes amis, je voulais réussir. Mais contrairement à eux, je ne savais pas ce que cela signifiait. L'argent? Peut-être. Le mariage? Les enfants? Une maison? Bien sûr, avec de la chance. C'étaient les objectifs qu'on m'avait appris qu'il fallait atteindre, et une partie de moi y aspirait, instinctivement. Mais au fond de moi, je cherchais quelque chose d'autre, quelque chose de plus. J'avais la sensation aiguë que la vie était courte, plus courte qu'elle ne l'a jamais été, courte comme un jogging matinal, et je voulais que la mienne ait un sens, qu'elle soit passionnée, créative et importante, et par-dessus tout, différente. Je voulais laisser une trace dans ce monde. Je voulais gagner. Enfin, je voulais surtout ne pas perdre. Et c'est ce qui est arrivé. Mon cœur commençait à cogner très fort, mes poumons gonflaient, les arbres n'étaient plus que des taches vertes, et je voyais apparaître devant moi exactement ce que je voulais que ma vie soit. Je voulais jouer. Oui, c'est le mot. J'avais toujours soupçonné que le secret du bonheur, l'essence de la beauté, de la vérité, ou de tout ce qui vaut la peine d'être vécu, repose quelque part dans ce moment pendant lequel la balle est en suspension, quand les boxeurs sentent que la cloche va bientôt sonner, quand les coureurs s'approchent de la ligne d'arrivée et que le public se lève comme un seul homme. Il y a une sorte de clarté exubérante dans cette demi-seconde qui détermine les vainqueurs et les perdants. C'est ça que je voulais que ma vie soit, au quotidien. J'ai fantasmé à plusieurs reprises sur la possibilité de devenir un grand romancier, un grand journaliste, ou même un homme d'État. Mais mon rêve ultime a toujours été d'être un grand athlète. Malheureusement, le destin a voulu que je sois un bon sportif, pas un grand sportif. À 24 ans, je m'étais déjà résigné. J'ai fait de la course à pied sur piste dans l'Oregon et je me suis distingué en remportant quelques titres locaux 3 ou 4 ans de suite. Mais c'est tout, ce n'est pas aller plus loin. Alors que j'enchaînais les miles en 6 minutes et que le soleil commençait à poindre sur les aiguilles de pin, je me suis demandé, et s'il y avait un moyen de ressentir ce que les athlètes ressentent sans en être un? Est-il possible de passer sa vie à jouer plutôt que de travailler et de s'épanouir dans son travail à tel point que les deux deviennent pratiquement la même chose? Les guerres, la douleur et la misère avaient rendu le monde si triste, et le train-train quotidien était tellement épuisant et émaillé d'injustice, que je me suis dit que la seule réponse était peut-être de trouver ce rêve prodigieux et improbable, suffisamment fun et noble pour essayer de le réaliser avec le dévouement et la détermination d'un athlète. Qu'on aime l'idée ou non, la vie est un jeu. Quiconque nie cette vérité, quiconque refuse de jouer, se retrouve sur la touche, et plus que tout, je voulais échapper à cela. Tout cela m'a guidé vers mon idée folle. Je me suis dit que peut-être, je dis bien peut-être, je devrais la reconsidérer une dernière fois. Peut-être qu'après tout, mon idée folle pourrait, qui sait, fonctionner. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.